Eh bien, nous retrouvons un habitué maintenant des matinales de géopolitique profonde. Je lui avais dit d'ailleurs la dernière fois que que nous nous étions rencontrés et échangés sur ce réseau, sur ce canal, que je ne serais pas sans très rapidement lui demander de revenir. Vous voyez, je ne me suis pas trompé parce que on savait bien qu'il allait y avoir des évolutions et François Asselineau est une personnalité particulièrement autorisé pour traiter de ce type de sujets internationaux comme nationaux. C'est une spécificité des hommes politiques comme François Asselineau. Il y en a pratiquement plus, évidemment, aujourd'hui. Donc, on en profite, les quelques-uns qu'il nous reste, dont il est un éminent représentant. Bonjour, mon cher François. Bonjour Nicolas Stocker et puis bonjour à tous les auditeurs de GPTV, voilà, qui doivent être peut-être encore en vacances. En tout cas, je leur souhaite bonne fin de vacances s'ils le sont. Voilà. S'ils le sont, voilà, ils n'en ont qu'une meilleure qualité d'écoute parce qu'ils sont reposés s'ils ont été en vacances. Euh, François Asselineau, bon, on a eu ce week-end, on va commencer, si vous le voulez bien, peut-être par les sujets géopolitiques. On espérait, après le sommet d'Alaska, un bon engagement sur les rails de la paix suite aux échanges entre Trump et Poutine. Et puis, on a vu très vite à Washington que si Zelensky semblait mieux s'entendre avec Trump, par contre, les dirigeants européens non seulement avaient été humiliés, ont été humiliés, mais en plus de cela, eh bien, on voyait le mécontentement qui était le leur de la situation, au-delà même de l'humiliation, mais sur la tournure des événements. Et puis là, ce que l'on voit depuis la semaine dernière et qu'on a vu encore ce week-end avec Zelensky qui fêtait l'indépendance de l'Ukraine, eh bien, c'est un discours à nouveau qui est très hostile à la paix. Un Premier ministre canadien qui est venu renforcer justement les positions de Zelensky. Il n'y a aucune concession, ils ne veulent faire aucune concession, ils restent sur des positions juxte-boutistes. Comment est-ce que vous interprétez cette situation ? Bien écoutez, je partage votre sentiment. On voit que Trump a essayé de débloquer la situation en faisant des gestes quand même tout à fait significatifs, sans trop cacher d'ailleurs à la fois son admiration pour Poutine et le mépris qu'il éprouve pour des vassaux de l'Empire américain. Vous l'avez rappelé, la façon dont il a traité les dirigeants européens, plus Madame von der Leyen, qui est arrivée quand même comme un cheveu sur la soupe, parce que je rappelle que Madame von der Leyen, elle n'est jamais qu'une fonctionnaire, mais qui est traitée comme quasiment comme un chef d'État. Bon, Trump a multiplié la volonté de montrer à quel point il tenait peu compte de leur avis. Il est allé quand même assez loin. Je crois qu'il a fait des commentaires sur la teinture de cheveux de Macron après lui avoir dit que dès le premier jour, il était quasiment tombé amoureux de Macron, ce qui était évidemment se moquer de lui. Il a dit du chancelier d'Allemagne, Merz, que c'était un homme extrêmement respecté, alors que tout le monde sait, enfin, n'importe qui lit les gazettes allemandes sait que le, la popularité de Merz s'est effondrée comme jamais auparavant. Il a encore fait pire que Scholz, puisqu'au bout de 100 jours, il est tombé en dessous de 30% de satisfaits. Il a le coup de pied de l'homme, c'est lorsqu'il s'est adressé à Madame von der Leyen en disant que finalement elle était la plus puissante de, tout, de toutes les personnes réunies autour de lui, ce qui était quand même une extrême humiliation pour les chefs d'État et de gouvernement. Donc voilà, donc il y a une volonté un petit peu. Et je pense que Trump disons, a une fin de carrière qui est éblouissante et qui doit, en son fort intérieur, jubiler de voir cette situation. Le problème qui se pose, c'est que nous avons des dirigeants, que ce soit Madame von der Leyen ô combien, mais que ce soit Macron, par exemple, mais c'est vrai aussi de Merz, etc. On a des dirigeants qui, en fait, dirigent les pays d'Europe sans jamais, jamais, jamais demander aux peuples respectifs ce qu'ils en pensent. Jamais. Donc, ça veut dire qu'ils obéissent à qui? Ils obéissent à quelqu'un. Ou alors, Oui. ils sont spontanément dingos, ou alors ils obéissent à quelqu'un qui n'est pas Trump. Et donc, on en revient à cette dichotomie que j'ai déjà brossée, c'est-à-dire qu'aux États-Unis même, il y a plusieurs forces. C'est un pouvoir polycentrique. Et il y a aux États-Unis les forces qu'on appelle, pour faire simple, l'État profond, qui correspond au Parti démocrate, aux différents lobbies de va-t-en-guerre. Hein. Warmongering, ils appellent ça les anglo-saxons, c'est-à-dire
le lobby militaro-industriel qui ne verrait pas avec beaucoup de plaisir la guerre en Ukraine s'arrêter parce que pour eux, ça fait du chiffre d'affaires considérable. Il y a le lobby des woke, LGBT qui est derrière, parce que tout ça, c'est le lobby pro-mondialiste, en fait, qui est derrière toute cette opération. Or, ce sont les financements, ce sont les lobbies qui sont à la manœuvre derrière l'élection de Macron, derrière la promotion de Merz, etc. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut bien voir que il y avait cette photo assez extraordinaire où on voyait Trump réunissant donc ses vassaux européens, qui m'a permis de faire un tweet où je disais l'empereur rassemble ses vassaux. Mais c'est une situation assez extraordinaire puisque on a effectivement un empereur qui rassemble ses vassaux, ce qui est inadmissible. Enfin, comme je l'ai dit, est-ce qu'on imagine De Gaulle allant à Washington en 1966? Flanqué du chancelier Erhard, qui était un nazi d'ailleurs, qui détestait la France, celui qui avait succédé à Adenauer, flanqué du président finlandais Kekkonen, qui est resté président de la Finlande pendant 26 ans, flanqué de Aldo Moro, qui était le président du Conseil italien de l'époque, et qui a terminé coupé en morceaux dans une valise, mais quelques années après, vous savez, au moment des années de plomb, flanqué du secrétaire général de l'OTAN, alors même que De Gaulle était en train de faire sortir la France de l'OTAN. On n'imagine pas ça. Jamais De Gaulle aurait pu. Donc cette scène, personnellement, et je ne suis pas le seul, est la preuve de l'avilissement de notre pays, du fait que la France est ravalée maintenant au rang d'un satellite, un simple satellite, comme on disait que l'Allemagne de l'Est ou la Bulgarie ou la Tchécoslovaquie étaient des satellites du Kremlin. Mais donc ça c'est assez scandaleux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est à contre-pied, puisque par ailleurs, Trump veut les forcer à accepter d'avaler leur chapeau et d'arrêter la guerre. Donc d'une certaine façon, on peut conjoncturellement se réjouir de cette situation que l'on doit déplorer structurellement. Alors effectivement, j'ai vu que l'Union européenne a fait une concession. C'est que Madame von der Leyen ne parle plus de cesser le feu, mais dit qu'il faut arrêter le carnage. Bon, ce qui revient, c'est un jeu de mots, c'est la même chose. Les dirigeants européens, Macron le premier, semblent ne pas comprendre que tout le monde a compris leur manip. Enfin, tout le monde a compris que les pays d'Europe de l'Ouest ne veulent imposer un cessez-le-feu ou arrêter le carnage, etc., le temps de redonner suffisamment de munitions et d'armement à l'Ukraine. Voilà, mais bon, tout le monde a compris. Peut-être d'ailleurs pour d'ici 2-3 ans s'engager eux-mêmes dans la guerre le jour où ils seront prêts. Ces gens sont fous, à mon avis. Alors, je crois. Alors Macron, lui, il marque vraiment il a vraiment des traits qui sont vraiment des traits de malade psychiatrique, parce que il a fait cette déclaration qui a quand même fait sensation. Je crois que même un certain nombre de ses plus fidèles soutiens ont commencé à vaciller. C'est quand il a dit comme ça, avec un air absolument pénétré, avec ce visage qui est en train de se déformer de façon maléfique. D'ailleurs, quand on compare le visage de Macron en 2017, qui faisait le gendre idéal, voilà, le beau gosse, le gendre idéal et compagnie, pour faire voter les ménagères. Avec un regard qui était déjà quand même étrange. Hein. Avec un regard qui était déjà étrange, je suis d'accord avec vous. Je l'avais vu des visus lors d'un débat télévisé, etc. Il avait déjà un regard étrange. Mais enfin, il pouvait encore prêter à mes illusions. Mais là, les traits se sont terriblement accusés. Oui. Il a une espèce de coup de poulet, vous avez vu peut-être, qui est quand même complètement, je sais pas, granuleux, etc. Il a les visages extrêmement tirés. Il se laisse pousser des rouflaquettes. Enfin, bientôt, ça va être Louis-Philippe. Enfin, c'est complètement délirant. Hein, enfin, ouais, quand j'étais petit, ma maman m'aurait dit, ça fait très mauvais genre. Hein. Bon, enfin, voilà. Bon, il se laisse pousser des rouflaquettes. Bon, il a sa moumoute de travers. Bon, et il a un regard de fou, et il a dit quoi? Il a dit, avec le même regard délirant que lorsqu'il avait dit, rappelez-vous, il y a quelques années, la bête de l'événement est là, il faisait allusion à la bête qu'il y a dans l'Apocalypse de Jean, vous savez, avec le chiffre 666. Mais là, il l'a ressorti en disant que la Russie, en parlant de Poutine, la Russie est un ogre qui a besoin de manger.
Mais c'est dingue. Enfin, normalement, il devrait y avoir autour de lui des missions blouse blanche en lui disant, mais oui, monsieur, oui, est-ce que vous avez pris votre pilule ce matin? Enfin, voilà, c'est fou. Et le plus dingue de tout ça, c'est qu'effectivement, il annonce qu'il veut qu'il veut envoyer des troupes terrestres en Ukraine, ce qui lui a valu évidemment cette répartie cinglante de Salvini, le vice-président du Conseil italien. Vous savez que l'Italie, parce que Mme Meloni, elle a beaucoup de défauts, c'est une fausse opposante. En fait, elle soutient l'ordre européiste, mine de rien, mais elle a quand même du bon sens. Et par ailleurs, vous avez vu, dès que Macron ouvre la bouche dans un cénacle, on la voit qui lève les yeux au ciel, on a l'impression qu'il est en train, il lui faut pratiquement des selles, parce que sinon elle va tomber en pamoison, tellement elle est horripilée par Macron. C'est assez rigolo, elle se cache pas de le mépriser profondément. Donc vous avez vu que Salvini, le vice-président du Conseil italien, a parlé de Macron. Il était interrogé dans je ne sais plus quelle réunion publique en Italie. Des gens lui ont demandé ce qu'il pensait du fait d'envoyer des troupes européennes en Ukraine, comme le disait Macron, et il a répondu en disant que Macron n'avait qu'à montrer l'exemple, qu'il avait qu'à mettre son casque et prendre son fusil et aller et il fonce. Alors ça n'a pas plu à Sa Majesté Macron Ier, semble-t-il. Et donc, vous avez son factotum, là, qui est à la tête du Quai d'Orsay, M. Jean-Noël Barrot, qui a fait convoquer l'ambassadeur d'Italie, enfin, qui est une femme. Alors, certains, les féministes diraient l'ambassadrice. Ma femme de mon temps, l'ambassadrice, c'était la femme d'un ambassadeur. Et une femme ambassadeur, on l'appelait Madame l'ambassadeur. Enfin, bon. Bref, en tout cas, c'est elle qui représente l'Italie. L'ambassadeur ou l'ambassadrice, on pourrait l'appeler ambassadeuse, d'ailleurs, hein, puisqu'on dit une auteuse. L'ambassadeur Emanuela d'Alessandro, qui a été convoqué au Quai d'Orsay comment dirais-je, on lui a tiré les bretelles et on lui a dit que c'était pas conforme à l'esprit de concorde entre les deux pays. Enfin, moi, j'ai fait un petit sondage sur mon compte Twitter. Avec 92% des Français qui applaudissent au propos de Salvini. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, le fait est que j'en reviens à ce que je disais en préambule, c'est que on a des dirigeants, je pense que M. Salvini et Mme Meloni sont beaucoup plus proches de ce que pense l'italien moyen, l'italien de la rue, comme on dit en anglais, qui n'a aucune envie d'aller se faire trouer la peau pour le régime de Zelensky. En revanche, on a en France quelqu'un qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, qui s'enferme dans sa folie, hein, qui est quelque chose qui était extrêmement préoccupant, parce que alors, la cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que par ailleurs, la France est complètement désargentée. Bayrou est incapable de faire baisser le déficit public à due proportion de ce qu'il faudrait pour empêcher notre prochaine mise sous tutelle du FMI, hein, puisque le fameux plan Bayrou est très insuffisant pour commencer à faire baisser notre dette. Au contraire, on continue à l'augmenter. On apprend que enfin, on sait déjà que on manque de munitions, on manque d'armement, on n'a pas les moyens, en fait, de la politique interventionniste de Macron. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, il y a eu des échos qui ont fait savoir qu'au sein de la grande muette, hein, au sein de l'armée, il y a quand même des voix dissonantes qui se font sentir, semble-t-il, à très haut niveau pour expliquer au président de la République que malheureusement, on n'aura pas les moyens d'envoyer des soldats français en Ukraine, ou alors ça serait vraiment les envoyer à l'abattoir. Voilà. Donc, on est dans cette situation où l'on a l'impression effectivement de dirigeants qui sont des marionnettes, mais le marionnettiste est restant un peu camouflé étant l'oligarchie euro-atlantiste qu'il y a derrière, par exemple les grands fonds de pension, BlackRock ou Vanguard ont investi des centaines de milliards de dollars, qui ont acheté des milliers et des milliers d'hectares de terre en Ukraine, n'ont peut-être pas très envie de voir l'effondrement du régime Zelensky. C'est possible. Il y a des choses que vous et moi ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'on risque de trouver
en Ukraine, ces fameux laboratoires secrets, et est-ce qu'il y a des choses à cacher, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a, en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est dingue parce que pour Macron, comme d'ailleurs pour Merz ou pour Starmer, on a l'impression que le point le plus important sur l'agenda de leurs pays respectifs, c'est de soutenir Zelensky, ce qui est complètement délirant. Enfin, quand on voit l'état de la France, quand on voit que Macron est là, il est prêt à consacrer encore des milliards et des milliards à un régime qui de toute façon est en train de s'effondrer. Voilà. Alors celui qui a tiré un peu les conclusions provisoires de tout ça, c'est Trump. C'est que, comme je crois, on en avait déjà parlé avec vous, je pense que Trump, lui, il est pas loin de dire, écoutez, moi, je m'en lave les mains, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Oui. Maintenant, c'est à vous d'agir. Il l'a dit d'ailleurs devant les Européens, il a dit que lui, là, maintenant c'était terminé, il n'y avait plus de dons de matériel militaire à l'Ukraine, que c'était vendu à l'Ukraine et que c'était financé par les fonds européens. Ce qu'a confirmé Zelensky, ce qui revient à dire concrètement que les Français, le contribuable français, alors que tous nos services publics sont en pleine débandade, nos systèmes routiers, l'entretien des routes, le service hospitalier, le service de santé, le service de l'école, de la justice, la sécurité, etc., sans compter l'endettement massif que nous avons. Eh bien, on a par ailleurs des zones de non-droit qui prolifèrent à toute allure en France. On a une montée de l'insécurité absolument inimaginable. Non, il faudrait que les Français continuent à verser à fond perdu de l'argent à Zelensky parce que Macron le veut. Sans qu'il y ait de débat à l'Assemblée nationale, l'article 48 de la Constitution est complètement piétiné. Il n'y a ni débat ni vote. On ne demande jamais aux Français. Ça fait quand même maintenant 3 ans que ça dure. Donc là-dedans, donc Trump a dit, bah écoutez, de toute façon, il allait se retirer. Et il a fait cette mise en garde destinée notamment à Zelensky, c'est que plus il tardera à conclure une paix avec Moscou, et plus Moscou prendra de terre, puisque en réalité, sur le terrain, la Russie continue d'avancer. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu cette pantalonnade au sujet de la rencontre Zelensky-Poutine, puisque Zelensky fait monter les enchères. Alors déjà, vous avez eu Macron qui a ajouté son grain de sel en disant qu'il fallait que ça se tienne à Genève. Enfin, Oui. personne ne lui a rien demandé. demandé. Et c'est surtout, en plus de ça, c'est vraiment une vision, enfin, il est fou, quoi. Il a une vision complètement fantasmatique de la réalité, parce que Macron fait comme si la Russie était l'agresseur, toujours. Hein. C'est-à-dire que toutes les années 2014-2022, Macron fait comme si ça n'existait pas. Et deuxièmement, Macron fait comme si on avait un combat d'égal à égal. Voilà, et que la Russie était demanderesse d'arrêter la guerre. Or, je l'ai déjà expliqué 50 fois, je suis pas le seul d'ailleurs, mais la Russie, évidemment, préférait que la guerre s'arrête, mais bon, pour l'instant, elle a 20% du territoire, elle a une supériorité numérique, une supériorité mécanique, une supériorité militaire, une supériorité stratégique, un soutien massif de 80% de la population russe, et elle continue de grignoter sur le terrain dans cette guerre d'attrition. Bon, ben elle continue tout simplement. Alors que de l'autre côté, ils sont à bout de four, ils n'ont plus personne en fait. Donc là, tout devrait inciter les pays d'Europe à aller dans le sens de Trump en disant bon ben arrêtons pendant qu'il en est encore temps, mais non pas du tout. Macron fait comme si on parlait d'égal à égal, et donc il se permet de suggérer une rencontre à Genève. C'est un peu comme si il y avait quelqu'un qui avait je sais pas moi, le 1er ou 2 mai 1945, avait proposé qu'il y ait une rencontre entre Göring ou von Stoltitz, je crois qu'il est le dauphin de Hitler, qui aurait rencontré Roosevelt, Churchill et Staline, je ne sais pas moi, au bord du lac Léman pour faire le point. Pas du tout, quoi. Complètement. C'est pas drôle parce que dans ce là il y a quand même des morts. Vous avez vu cette information qui dit que, alors vrai ou faux, il y aurait des hackers russes qui seraient arrivés à pénétrer les systèmes informatiques des forces armées ukrainiennes, de l'état-major, et on compterait 1 700 000 morts de soldats ukrainiens. C'est peut-être faux. Enfin, c'est les estimations qui donnaient jusqu'à présent entre 500 et 700 000 morts seraient ainsi pulvérisées.
Donc voilà, la situation, elle est quand même éminemment dangereuse. Je terminerai, si vous me le permettez, sur un dernier point. Oui. Le scandale que représente l'absence d'opposition en France. Voilà, ça va pas. Compte tenu de. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faudra à Madame Le Pen, qu'est-ce qu'il faudra à Monsieur Ciotti, qu'est-ce qu'il faudra à Monsieur Wauquiez, qu'est-ce qu'il faudra à Monsieur Faure, à Monsieur Mélenchon, enfin quoique on peut un peu moins les critiquer Mélenchon parce qu'ils ont lancé la procédure de destitution, mais les autres, qu'est-ce qu'il leur faut pour lancer la procédure de destitution? Quand on voit le bilan de Macron, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en plus pour justifier une procédure de destitution? Je ne sais pas. Le type est complètement dingue, il a ruiné le pays, c'est un traître à la patrie, il a vendu à l'étranger nos fleurons industriels, il a fait que la France est détestée dans le monde entier. La France a perdu son rayonnement en Afrique du Nord. On est en guerre quasi ouverte avec l'Algérie. On a été chassé d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique, du Sahel, mais aussi du Sénégal. On est en délicatesse avec l'Afrique de l'Est. On n'est pas bien avec les Chinois parce qu'il a pris fait et cause pour Taïwan. On est en mauvais terme avec le Brésil. En mauvais terme avec le Venezuela. Enfin bref, il nous a fait détester de partout. Oui. Il est méprisé ouvertement par Trump, par Meloni. Enfin bon. Il a ruiné le pays. Il ne cesse que de piétiner nos libertés publiques. Et il veut nous pousser à une guerre mondiale face à la Russie, en sachant que si c'était le cas, on serait détruit tout de suite. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus, en fait. Ah oui. Sans compter par ailleurs les agissements, sa vie privée, etc., qui fait les gorges chaudes dans le monde entier. Mais il est interdit d'en parler en France avec une presse complètement muselée, alors que dans le monde entier, on ne parle que de ça. Enfin, c'est incroyable, en fait. Et je dis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus pour que le RN décide de se joindre à la gauche pour lancer une procédure de destitution et notamment aller jusqu'à montrer qu'il y a un débat public dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale sur les méfaits de Macron. Et quand je dis le RN d'ailleurs, ça vaut aussi pour LR et ça vaut aussi d'ailleurs pour la majorité macroniste, parce que la majorité macroniste, elle va bientôt finir, elle n'existera plus du tout, hein, parce que Macron, il suscite une telle détestation, mais une telle exécration dans la population, qu'on va tout droit vers une disparition du centre, hein, ou du Marais lors des prochaines élections. Donc il faudrait bien aussi, hein, ces gens-là, des gens comme le panda, là, comment certains le surnomment, Édouard Philippe, etc., il ferait bien de se poser des questions sur savoir est-ce qu'ils doivent continuer à soutenir un dingo. Voilà. Bon, ben, vous êtes en très grande forme, François, ce matin. On sent que les vacances font du bien. Oui. Quelle verve. Alors, justement, pour revenir quand même à l'aspect encore international de la situation, les Russes qui semblaient être prêts et les Américains qui ont clairement annoncé que la Russie cherchait à concilier ses positions pour les rendre acceptables par la partie adverse. Vous avez et de l'autre côté, vraiment, chez Zelensky lui-même, on le voit, des attaques qui se sont déroulées. J'aimerais qu'on revienne un petit peu encore une dernière fois sur cet aspect international et géopolitique. Des attaques qui sont déroulées avec des drones, dont un feu qui s'est déclenché sur une centrale nucléaire. Donc ça devient très inquiétant. Et on ne réagit pas d'ailleurs. Ça n'a pas plus l'Agence internationale à l'énergie atomique, la IEA, que nos médias n'ont trouvé à redire au fait que n'a de cesse, et on le sait, c'est pareil à Zaporijjia, les Ukrainiens actuellement lancent des attaques sur des centrales nucléaires. Est-ce qu'on n'est pas à deux doigts d'une recherche d'une provocation ultime pour essayer de déclencher la guerre ou une opération sous faux drapeau pour obliger Trump à basculer du côté des bellicistes? Alors oui, je ne suis pas sûr que Trump soit un homme qui soit prêt à basculer, à changer de pied, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, même s'il
Il nous a habitués à des foucades, à des retournements spectaculaires, etc. Je pense qu'il y a quand même une ligne directrice. Dans le fond, la ligne directrice, c'est quand même le combat contre l'État profond américain, le combat contre les forces mondialisatrices, un soutien teinté d'admiration pour le travail qu'a fait Poutine, que lui-même veut faire aussi en Russie, aux États-Unis, ce qu'a fait Poutine en Russie, c'est-à-dire une espèce de réarmement moral des États-Unis, etc., etc. Donc, je ne suis pas sûr que Trump tombera forcément et facilement dans le panneau d'une provocation, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dirigé par des dingues. Macron, Starmer, Merz, probablement aussi. D'ailleurs, rappelez-vous, le train sniffera 3 fois. Vous savez, quand ils étaient quand même partis, on a quand même eu ce spectacle inouï il y a quelques mois de ces 3 dirigeants qui partaient à Kiev pour bras-dessous avec des rails de coke. Et quant à Zelensky, il est dans une situation qui est quand même très, très particulière. Mettez-vous un instant dans la peau de Zelensky. C'est un homme qui est encensé par des cinglés du style Nicolas Tenzer, des gens comme ça, qui ont plateau ouvert sur toutes les chaînes de télévision françaises, où il est présenté comme un héros, le héros de notre temps, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est complètement... D'abord, lui aussi, il est sous cocaïne, et c'est quelqu'un dont le choix est binaire. Soit il reste au pouvoir avec des gens qui l'encensent comme étant le héros du 21e siècle, le héros mondial, soit il fait une paix, et à ce moment-là, il tombe dans les poubelles de l'histoire. Parce que de toute façon, la paix, il restera marqué dans l'histoire de l'Ukraine et du monde comme étant quelqu'un qui a perdu la Crimée, qui a perdu les républiques du Donbass, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, il s'arc-boute en disant il est hors de question de céder un moindre centimètre carré de terres qui sont déjà d'ailleurs perdus et qui ont déjà été intégrés à la Fédération de Russie d'ailleurs, hein, je le rappelle quand même. Les républiques de Louhansk et Donetsk ont déjà depuis 2022 été intégrées en acte en bonne et due forme juridique. Alors ça n'est pas reconnu par ce que l'on appelle la communauté internationale, mais enfin de facto et de jure dans le droit russe, les républiques de Louhansk, de Donetsk et la Crimée sont déjà intégrées dans la Russie. Il est bien évident que jamais la Russie ne va rendre ça. Enfin, on peut pas dire. Je dis ça depuis 2015. Moi, je suis allé en 2015, j'ai été invité en Crimée pour le voir. En Crimée, tout le monde c'est une péninsule qui est entièrement peuplée de russophones et russophiles. Il y a même un proverbe russe qui dit ils sont plus russes que les Russes. Les habitants de la Crimée, ce sont des gens, c'est un peu l'équivalent des pieds noirs français qui s'étaient installés en Algérie. Sauf que là, il n'y a plus personne, il n'y a plus que les Russes, en fait. Donc, beaucoup sont dans des familles de militaires, puisque c'est le grand port. Enfin, jamais, mais jamais, au grand jamais, la Russie ne va restituer la Crimée à l'Ukraine, qui d'ailleurs n'a aucun droit pour cela, puisque j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de l'expliquer, l'Ukraine ne possède la Crimée que depuis une foucade de Khrouchtchev en 1954, qui avait décidé de rattacher ce morceau de la Russie à l'Ukraine qui n'avait jamais eu de sa vie, quoi. Donc, c'était à l'occasion de la tricentenaire du traité de Péréoslav de 1654 qui avait rattaché l'est du Dniepr à la Sainte-Russie. Donc, jamais les Russes ne vont rendre la Crimée, et encore moins, et d'ailleurs, et pas plus, du moins, leurs acquis territoriaux dans le Donbass. Il y a d'ailleurs une chose très logique qu'il faudrait poser comme question, c'est que la guerre a commencé, l'invasion a commencé en 2022, le 24 février 2022, parce que la Russie voulait mettre un terme au carnage, au bombardement des forces kieviennes sur les populations russes. Dans la foulée du Maïdan, il y a eu ensuite, pendant 8 ans, on sait, vous connaissez toute cette histoire, les accords de Minsk I, de Minsk II, qui n'ont pas été respectés, et en fait, bombardant les forces russes, bien, les forces, comment dirais-je, dans le Donbass, bombardant les Ukrainiens russophones et russophiles. Donc, il veut quoi, en fait, Zelensky? Il veut récupérer ses forces pour continuer à bombarder les gens qui sont dedans? Ou en fait, il veut une épuration ethnique. Il voudrait en fait que tous ces gens dégagent. C'est de l'épuration ethnique. Enfin, c'est incroyable. D'ailleurs,
il y a quelque chose qui n'est jamais rappelé dans le monde, enfin dans nos médias, c'est que les Russes, l'armée russe, en mettant la main sur la Crimée après un référendum qui est absolument, enfin tous les diplomates savent que le référendum qui a eu lieu a été un référendum tout à fait transparent et véridique. Allez vous balader en Crimée, vous verrez que tous les habitants sont archi pro-russes. C'est un fait, voilà. Donc le, si la Russie s'était installée contre le gré des habitants en Crimée ou dans le Donbass, il y aurait en permanence des attentats, une résistance qui serait financée d'ailleurs et armée en sous-main par les forces atlantistes. Il y aurait des réseaux de résistance qui se seraient créés. Donc en fait, le problème des Russes aujourd'hui, ce serait qu'en permanence, ils devraient affronter une guérilla en Crimée et une guérilla dans le Donbass qui épuiserait leur force. C'est ça qui se passerait. Ça s'appelle un enlisement, comme les Américains ou comme les Soviétiques se sont d'abord enlisés en Afghanistan, et puis alors suite les Américains. Un enlisement. L'enlisement, c'est quand vous conquérez, oui c'est ça, vous conquérez un pays, des terres, contre le gré des habitants. Voilà. L'enlisement, la résistance française, c'était ça. C'est bon. Mais quand vous libérez un peuple, vous êtes accueilli en libérateur. Évidemment. Lorsque les Américains sont arrivés en 1944 pour chasser les Allemands, ils ont été accueillis quand même en libérateurs. Donc c'est ce qui s'est passé dans le Donbass et en Crimée. Donc on ne veut pas voir. Macron fait comme si ça n'existait pas. En fait, Macron est un tortionnaire, un fasciste en fait. Il veut imposer un pouvoir, le pouvoir kievien sur des populations qui n'en veulent pas et qui se sont réjouis d'être réunis à la Russie. La preuve étant qu'il n'y a aucune guérilla. Et puis en plus de ça, la Russie, vous avez vu, Poutine qui est très malin, a mis sans doute des quelques centaines de millions et même quelques milliards de roubles pour construire à Mariupol, reconstruire Mariupol, Melitopol, etc. Enfin, mettre le paquet pour montrer aux habitants du Donbass que leur rattachement à la mère patrie était bénéfique pour eux, en plus du point de vue du niveau de vie, du point de vue de la sécurité, du point de vue matériel. Voilà. Je rappelle encore à ceux qui l'ignoreraient que le Donbass, la mère patrie pour eux, ça n'est pas Kiev, c'est Moscou, puisque le Donbass, ça s'appelait Novorossiya à la fin du XVIIIe siècle, après les conquêtes faites par Potemkin, qui était le soldat préféré dans tous les sens du terme, parce que c'était aussi son amant, le soldat de la grande Catherine de Russie, qui avait conquis ces terres sur des khanas, c'est-à-dire des principautés musulmanes qui relevaient de la Sublime Porte, c'est-à-dire de l'Empire ottoman. Et donc, ça n'a jamais, mais au grand jamais, appartenu aux polono-lituaniens qui occupent le nord-ouest de l'Ukraine. Donc la logique voudrait, enfin, alors je ne sais pas, Macron est un ignorant d'ailleurs, comme d'ailleurs la plupart malheureusement de nos dirigeants, et qui ne font jamais d'efforts de regarder l'histoire, parce que l'histoire, ça sert justement à gagner du temps, ça sert justement à comprendre les forces sous-jacentes, à comprendre la sociologie des populations, quels sont leurs rêves, le mythe de leur pays, en quoi ils croient, qu'est-ce qui les fait vibrer, etc. Donc, le Donbass, les gens du Donbass n'ont qu'une envie, c'est ce qui s'est passé, de se réunir avec la Russie. Alors, moi, il y a un truc quand même il y a un non-dit aussi dans ces questions de territoire. Oui. Le non-dit, c'est l'oblast d'Odessa. Parce que on a l'impression, moi je pense personnellement que pour qu'il y ait une vraie paix durable, comme le dit Macron, et Macron il dit qu'il voudrait une paix solide et durable, mais il ne pourra pas y avoir de paix solide et durable si les populations ne sont pas en harmonie avec ce qu'elles souhaitent. Voilà. Ceux qui pensent que Poutine est un ogre, comme ce qu'a dit Macron, et qui veut manger le reste de l'Ukraine, c'est vraiment. Alors, soit il ne le croit pas, auquel cas c'est vraiment un manipulateur, soit il le croit, Macron, auquel cas il est d'une ignorance qui n'a d'égal que sa folie. Il est évident que Poutine, justement parce que c'est un homme d'État, et c'est un type qui est intelligent, il sait très bien que si d'aventure il commençait à vouloir conquérir l'Ukraine militairement, ça serait le tombeau de l'armée russe, parce que là, pour le coup, les polono-lituaniens le détestent.
Et s'il voulait aller intervenir en Pologne ou ailleurs, ça serait pire encore. Donc, il n'est pas bête. En revanche, ce qu'il veut, c'est maîtriser, c'est satelliser l'Ukraine, satellisée comme l'Ukraine était satellisée auparavant avec Yanukovych, qui était le président qui était dit pro-russe, c'est-à-dire avoir à la tête de l'Ukraine quelqu'un qui soit en bon terme avec Moscou et qui ne prenne pas des positions, notamment en matière de sécurité, qui menacent militairement la Russie. Alors je dis pas que c'est bien, hein, je suis pas là, je suis pas l'interprète de Poutine, mais c'est comme ça, et c'est humain, enfin, je veux dire, c'est humain en matière de géopolitique, hein, de la même façon que Washington ne souhaite pas que le gouvernement d'Ottawa devienne un gouvernement marxiste-léniniste ou devienne un gouvernement islamiste ou devienne un gouvernement pro-russe qui installe des bases russes au nord des Grands Lacs. Voilà, c'est évident que ce qu'attend Washington, c'est que au nord comme au sud, et les Mexicains sont bien payés pour le savoir depuis des dizaines et depuis 2 siècles. Hein. Vous savez, c'est ce proverbe mexicain, je crois, qui dit si loin de Dieu et si près des États-Unis. Bon, ils sont bien obligés au Mexique de tenir compte de la présence du grand voisin. Donc, ce que souhaite Poutine, pardon, excusez-moi, ce qu'a d'ailleurs confirmé Lavrov il y a 2 jours, quoi, c'est qu'ils veulent avoir une espèce de droit de regard sur l'orientation géopolitique du gouvernement qui est à Kiev. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre la main militairement sur ces terrains parce qu'ils savent que ça serait un enlisement. Et en revanche, alors c'est là ce que je disais, c'est qu'il y a cette personne n'en parle trop, mais à mon avis, si la guerre se terminait comme actuellement elle était prévue, c'est-à-dire l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, les États-Unis donnent des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais pas l'OTAN, et puis la Russie met la main définitivement, reconnue par les États-Unis, donc avec eux, derrière eux, l'ensemble la grande majorité des pays du monde, la Crimée et puis les 4 républiques du Donbass. Ça, c'est ce qui avait l'air d'être prévu. Bien. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre, je crois récemment, il y a eu des indiscrétions qui ont fuité du Kremlin pour dire que c'était un petit peu le deal qui est, pardon, c'est ce que personnellement je dis depuis des années. Hein, c'est comme ça que ça devrait se terminer. Mais il y a un mais, c'est justement cette oblast d'Odessa. Odessa, c'est une domaine russe. Odessa, ça veut dire Ulysse hein, en russe. Ulysse de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée et Ulysse, en fait, c'est le même mot. Hein. Ce qu'on a, enfin, ça, je m'adresse aux gens qui ont lu Homère. Bon, donc Odessa, c'est une ville qui a été créée par les Russes à la fin du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs vers les années 1830, ça devait être déjà sous Nicolas Ier. Le gouverneur général de la ville d'Odessa, c'est un Français. Hein, c'était le duc de Richelieu, pas le Richelieu de Louis XIII. Hein, c'était un arrière petit-neveu, je crois, du fameux cardinal de Richelieu. Et si vous allez à Odessa, moi j'étais allé à Odessa il y a des années à la sortie de l'ENA en 85 du temps de l'URSS. Vous aviez la grande avenue Kresciatik, et puis vous aviez le fameux escalier qui a été filmé par Eisenstein, vous savez, c'est peut-être. Et vous aviez une statue du duc de Richelieu, un Français qui a été le gouverneur d'Odessa. Mais tout ça, c'est une ville russe, hein. C'est entièrement russe. Voilà. Et donc, il y a eu ce massacre d'ailleurs à la maison des syndicats, là, hein, qui a été perpétré justement par quasiment des néo-nazis kieviens contre les Russes, et qui a pesé lourd aussi dans la dégradation des relations. Et donc, il y a certainement, pour qu'on arrive à une paix stable, il faudrait que la ville d'Odessa et la région d'Odessa eh bien, tombent aussi dans l'escarcelle de la Russie. À ce moment-là, bon, tout le monde serait chez soi. Les Kieviens, les Polono-Lituaniens retrouveraient un peu le Grand-Duché de Pologne-Lituanie du XVIIIe siècle, et puis on retrouverait la Nova-Russia, et accessoirement, ça permettrait à la Russie de toucher la Transnistrie. Vous savez que c'est cette petite bande de terre qui est en rébellion contre la Moldavie et qui est fidèle au Kremlin. Et là, on aurait une continuité territoriale. Mais évidemment, il y aurait un petit hic pour l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, du coup, deviendrait un pays enclavé, n'aurait plus d'accès à la mer. Et moi, je me demande si, en fait, il n'y a pas secrètement
une espèce de joie maligne de Poutine et des Russes à se dire, qu'ils continuent comme ça et qu'ils refusent, parce que aujourd'hui, si Zelensky, si les Occidentaux topaient sur le plan Trump, il resterait un petit peu en travers de la gorge l'affaire d'Odessa. Il y aurait peut-être, à mon avis, des échanges de population, peut-être de l'épuration ethnique. Je pense que les Kieviens peut-être chasseraient les Russes d'Odessa, c'est pas impossible. Mais a priori, si j'ai bien compris, Poutine serait prêt à toper là-dessus. Mais si Macron entretient Zelensky dans le mythe qu'on va le soutenir jusqu'au bout continu, ça donne à ce moment-là des arguments à Moscou pour continuer à avancer, continuer les bombardements. Et je ne serais pas surpris outre mesure si une des grandes opérations stratégiques qu'il lançait prochainement, si ça devait continuer à se dégrader, ça serait justement d'essayer de prendre pied dans l'oblast d'Odessa. C'est ça. Oui, c'est tout à fait envisageable, en effet. Donc, on en est pour l'instant à peu près là. Et sinon, la crainte d'une opération sous faux drapeau, d'une provocation. Oui, ça, vous avez raison. Oui, mais je vous l'ai dit, moi je pense tout peut arriver, mais le problème, si vous voulez, c'est que comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que Trump tomberait trop dans le panneau, parce que je pense qu'il y a une bonne entente entre Trump et Poutine. Et puis, il y a aussi quelque chose dans le monde d'aujourd'hui qu'il faut jamais sous-estimer, c'est quand même le progrès de la compréhension de ce qui est en caché. Alors évidemment, pas la grande masse de la population, souvent est un peu, moi malheureusement quand je vois mes compatriotes, les gens qui se gavent de BFM TV ou de LCI ou de TF1 ne comprennent rien. Bon, c'est triste et c'est malheureusement une partie très importante de la population. Mais de plus en plus de Français qui vont chercher des sources d'informations alternatives, comme celle-là même où je m'exprime grâce à vous, avec vous, et d'autres, il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Et qui, maintenant, si vous voulez, les choses passent beaucoup moins. L'idée, par exemple, de faux drapeaux, je peux vous assurer, enfin, je suis un petit peu plus âgé que vous, mais moi, je me rappelle la notion de faux drapeaux, quand moi j'étais à l'ENA, quand on parlait de questions internationales, c'était quasiment, on n'en parlait pas vraiment. La notion de false flag, etc., ça paraissait. C'est apparu progressivement avec des opérations qui, d'un seul coup, il y a eu des fichiers, des dossiers qui ont été ouverts, qu'on a atteint par la prescription. On a appris que il y a eu des travaux d'historiens. Est-ce que, par exemple, l'opération de Pearl Harbor n'a pas été volontairement voulue par le président Roosevelt pour entraîner en guerre les Américains? Est-ce qu'il y a eu dans le golfe du Tonkin, bon maintenant on sait qu'il y avait des opérations sous faux drapeau, il y a une attaque d'un croiseur américain par des forces du Viet Cong qui était faux mais qui a permis aux Américains. Donc petit à petit cette connaissance a commencé à se développer et puis avec toutes les opérations qu'il y a eu au XXIe siècle, sur ces questions de faux d'impôt. Enfin, l'une des d'ailleurs, qui ressort d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu ces jours-ci, c'est l'affaire de la destruction de Nord Stream, où maintenant il y a une espèce d'histoire de brigand que veut nous sortir le Corriere della Sera, le journal italien, qui fait savoir que, paraît-il, il y aurait un Ukrainien qui aurait été arrêté. Bon, moi, je n'y crois pas du tout. Enfin, c'est possible qu'il y ait des Ukrainiens qui aient été mêlés à cette affaire, mais moi, je crois beaucoup plus à la version qui a été dite très très rapidement par le journaliste américain Simon Hersh sur la base d'informations qu'il avait dans ses contacts dans les services de renseignement américains. C'est qu'en fait, c'est une opération qui a été pilotée par les États-Unis avec l'aide, le soutien logistique de la Norvège, et une opération très très sophistiquée en plusieurs temps parce qu'il faut avoir des forces très très importantes qui peuvent descendre à 75 mètres sous l'eau, dans une eau opaque, dans une eau avec des très forts courants, pour aller déposer des pains de plastique avec une espèce de radio communication pour les faire exploser plusieurs semaines après. Enfin, tout ça, ça a été très très bien expliqué par Simon Hersh. Maintenant, on nous explique que c'est quasiment des Ukrainiens avec un voilier. Donc, d'où sort cette affaire, je ne sais pas, mais ça paraît encore une espèce de faux drapeau. Peut-être est-ce que ce serait
pour discréditer un petit peu plus Zelensky, pour essayer de le pousser à la démission. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais Oui. il y a quand même, maintenant, si vous voulez, moi je le vois sur les réseaux sociaux, il y a quand même une vigilance vraiment tout à fait nouvelle qui existe chez chez des millions de personnes à travers le monde, qui maintenant sont très très sensibles à la réalité, à la vérité de l'information. Il y a le concept de guerre de l'information. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont à l'esprit. C'est pour ça que s'il y avait une tentative comme ça, j'imagine que aussitôt, mais dans la demi-heure qui suivrait un attentat, il y aurait des quantités d'informations, des quantités de blogueurs, etc., qui essaieraient d'en savoir davantage. Et puis ça va très vite, hein, les langues se délient aussi. Donc moi, enfin, c'est mon côté peut-être optimiste. Je pense qu'une opération sous faux drapeau serait démasquée assez vite. Je peux me Rapidement. tromper. Je peux me Bah, tromper. on a vu Boutcha, des éléments comme ça, hein, qui sont quand même troublants, hein. Rappelez-vous le charnier de Boutcha, dont on pense que c'est une mise en scène assez grossière. Il suffit de voir que Madame von der Leyen y était allée. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène. Et quand elle avait vu des cadavres, elle avait quelque chose de très théâtre. On aurait dit la Calas, si vous voulez, dans jouant Tosca, vous voyez. Alors, on avait l'impression qu'elle était à la Scala de Milan. Il y avait quelque chose qui était complètement faux, complètement artificiel dans le. C'est toujours intéressant de regarder la façon dont les gens s'expriment, même par leurs gestes, hein, par leur mouvement. Par exemple, si vous décortiquez, si vous regardez à la loupe, moi j'aime bien ça, la rencontre Poutine-Trump à Anchorage, et puis la rencontre Poutine-Trump avec les Européens, c'est pas du tout le même comportement corporel des uns et des autres. Il y a pas du tout. On sent qu'il y a une espèce d'admiration réciproque entre Poutine et Trump. Ils sont enjoués. On a l'impression que Trump ne joue pas les. Trump n'a pas commencé à raconter en parlant de Poutine. Regardez comme il est grand alors que vous avez vu il est tout petit. Regardez ce grand. Il s'est pas payé la tête de Poutine. Voilà, Trump, on voit qu'il le respecte et qu'il a parlé Tout à en homme fait. d'État, en homme sérieux. Alors que je le disais tout à l'heure, lorsque Trump a passé en revue les responsables européens qui ont eu, c'était suavement se payer leur tête. Hein. Lorsqu'il avait dit d'ailleurs récemment, il y a quelques temps de ça, vous vous rappelez, en parlant de Macron avec sa femme ravissante, bon, il y avait tout ça, c'était vraiment. Voilà, Trump, il est dans l'ironie mordante face aux Européens. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Il est dans cette ironie. Et on voit des Européens, en tout cas, qui, eux, sont prêts à aller loin dans la guerre et peut-être même s'y précipiter un jour lorsqu'ils se sentiront prêts. En tout cas, la maintenir et faire en sorte qu'elle dure, même si on a l'impression que sur le terrain, la Russie avance inexorablement, tel un rouleau un rouleau Compresseur, un rouleau compresseur. Merci, cher François. Bien, peut-être maintenant aller vers les sujets plutôt nationaux. Donc nous avons Mélenchon, alors qu'il y a eu une position, il faut dire, Mélenchon, là je le lisais, sur la Russie. C'est quand même pitoyable de voir que parmi la classe politique officielle, autorisée, hein, qui se retrouve au Parlement, je ne parle pas de même qu'il y a des médias alternatifs, il y a des personnalités politiques, et vous au premier chef, François Asselineau. Mais je dirais dans la classe politique autorisée qui a une représentation à l'Assemblée nationale, la position de Mélenchon sur l'Ukraine c'est le seul. C'est le seul sur ce sujet à faire preuve d'une certaine opposition, ce qui n'est pas le cas de Bardella, ce qui n'est pas le cas surtout pas de Bardella d'ailleurs, qui lui est totalement aligné, c'est pas compliqué, sur les positions du gouvernement, sur l'Ukraine en tout cas. C'est eux aussi, à gauche, semble-t-il, qui veulent s'emparer de ces mouvements de protestation du 10 septembre, bloquons tout, etc. Qu'est-ce que
Est-ce que vous avez toujours cette même opinion sur vos doutes exprimés déjà sur cette antenne d'un mouvement du 10 septembre sur lequel vous émettez des gros doutes quant à l'authenticité? Si vous voulez, c'est assez difficile d'en parler parce que quand j'émets des doutes et quand j'ai dit que personnellement c'était encore un truc qui allait foirer, j'ai vu, pas grand-chose, mais j'ai vu des attaques fleurir là, contre moi depuis quelques jours sur Internet. Bon, les attaques, on y est habitué. Mais là, alors j'ai vu refleurir l'idée, ça m'a fait rigoler, des gens qui disaient que j'étais un franc-maçon et que Ah, mon objectif c'était de faire torpiller. Alors, bon, enfin, bref, c'est risible, c'est absolument risible. J'ai toujours dit, je le répète la énième fois, que je ne suis pas franc-maçon. Deux, d'ailleurs, si j'étais franc-maçon, je passerais un petit peu plus à la télé et que les gens qui cherchent les francs-maçons, il ferait bien les regarder, les autres, tous ceux qui passent à la télévision, même à partir du moment où vous passez régulièrement à la télé, ou même un petit peu, c'est quand même, il y a anguille sous roche. Donc on m'a dit que je voulais torpiller. Il y a des gens qui m'ont dit que je roulais pour l'UMP, etc. Je vais vous dire mon sentiment profond. Que les Français soient mais très très mécontents, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Macron réussit ce tour de force d'être peut-être, je sais pas moi, probablement le pire, l'un des pires, sinon le pire chef d'État de l'histoire de France. Voilà. Je crois qu'il faut remonter, même Charles X n'était pas sans qualité. Je crois qu'il faut remonter au moins à Charles VI, vous savez, qui était devenu dingue d'ailleurs aussi, hein, voilà, lorsqu'il avait traversé je crois que c'est la forêt de Brocéliande, je sais pas où, d'un seul coup il s'était mis à, à faire des moulinets avec son épée, à tuer un des membres de sa garde, donc il était devenu dingue, le roi de France. Euh, et, euh, et c'est assez cruel, enfin c'est assez triste cette période de l'histoire de France, puisque en fait on est pendant la guerre de 100 ans et Charles VI était marié avec une Allemande qui s'appelait Isabeau, c'est pas Isabelle mais c'est Isabeau de Bavière, dont on dit qu'elle le trompait avec le duc de Bourgogne par ailleurs. Ce qui n'est pas sans lien avec toute l'épopée de Charles VII. Est-ce que c'était un bâtard? Enfin, et le rôle joué par Jeanne d'Arc pour la reconnaissance de l'ADN de Charles VII? Je veux dire, enfin, tout ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, Charles VI, il avait signé en 1420 le fameux traité de Troyes donc de 1420, qui disait que lorsqu'il mourrait, ben, la France tomberait dans l'escarcelle du roi d'Angleterre. Et c'est à partir d'ailleurs de cette époque, mais un peu avant, que sur les armoiries anglaises, il y avait des fleurs de lys qui ont duré jusqu'à la reine Victoria. C'est la reine Victoria, pour faire plaisir à Napoléon III, qui a dit, bon, faudrait peut-être retirer les fleurs de lys sur les... Enfin, ça a duré très très longtemps, parce que les Anglais se sentaient avoir des droits sur le royaume de France. Bien. Là, c'est une autre trahison par un dingue. Je crois que c'est à peu près voilà, c'était. Ou alors faut remonter plus avant. Alors c'est Thierry II ou je sais pas quoi sur les rois fainéants ou Chilpéric II ou un truc comme ça. Enfin, faut trouver à l'époque médiévale, au Moyen Âge, sur les rois fainéants mérovingiens, quelque chose de pire que ça. Bon, donc que les Français. Moi, je l'ai vu parce que j'ai fait un petit tweet assez rigolo. C'était hier. Je suis en vacances, je me balade comme ça en Bourgogne, dans un petit village donc de 500 habitants, il y avait une brocante, hein, comme il y a dans beaucoup de villages de France l'été, et il y avait dedans un punching ball, un sac de frappe, comme on dit en français, vous savez, pour s'entraîner. Et le vendeur avait collé dessus un portrait de Macron. Alors, ça faisait rigoler tout le monde. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Je n'ai jamais vu une telle exécration d'un chef d'État. Donc que dans ces conditions, beaucoup de gens aient envie de bouger, d'essayer de chasser cet imposteur, de l'Élysée, qui a vraiment tout détruit en France, je le comprends, bien sûr. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas être un enfant. Il faut savoir, faut regarder les choses un petit peu plus. Moi, ce que j'ai appris en politique, d'ailleurs, tous les grands mouvements révolutionnaires le savent. Hein, il suffit d'aller regarder, je sais pas,
les écrits de Lénine ou de Gramsci, etc. Vous ne pouvez pas avoir, parce que ce dont il s'agit, la France en ce moment, ce qu'il lui faut à la France, en fait, c'est une véritable révolution. Pas forcément une révolution sanglante, etc., mais une révolution en ce sens qu'il faut, au sens étymologique du terme, révolutio, c'est-à-dire revenir au point de départ, c'est-à-dire qu'il faut que la France revienne à ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une puissance indépendante, souveraine, rayonnante, en fait, pour revenir au début des années 60. Voilà. Et donc, il y a toute une classe politique qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, qui doit dégager, en fait, à tous ceux qui, en fait, sont les partisans, plus ou moins partisans, mais partisans quand même, de la construction européenne, qui n'est rien d'autre qu'une destruction du pays et sa soumission à un empire étranger. Donc, quand vous voulez faire ça, vous ne faites pas, il ne faut pas verser dans le romantisme. Il faut avoir des mouvements qui soient structurés pour vraiment et qu'il y ait un vrai changement politique. Il faut une organisation structurée qui ait derrière elle une analyse de la situation politique claire, précise et connue de tous, et qui ait un programme politique pour mener à bien cette révolution. Alors que là, on a quoi? On ne sait pas qui lance ce truc. On ne sait pas quels sont. Ce sont des reproches diffus. Ça se traduit. C'est l'émanation d'une haine à l'égard du chef de l'État. Très bien. Mais il n'y a pas d'analyse précise et il n'y a pas de programme précis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut trouver comment dirais-je, une espèce d'auberge espagnole qui ne mènera à rien. Et ce qui me permet de le dire d'ailleurs, c'est que moi j'ai de la mémoire. Et rappelez-vous, depuis maintenant, ça a commencé dans les années 2010 avec le livre de Stéphane Hessel qui s'appelait Indignez-vous, qui avait eu, donc c'est un livre qui est sorti fin 2010 et qui avait eu un impact en Espagne, d'ailleurs, assez curieusement. C'est là qu'avait commencé le mouvement des indignados, les indignés, qui s'était beaucoup développé en Espagne. Il y avait une centaine de milliers de personnes, des manifestations, mais ça avait percolé aussi en France. Il y avait eu un peu le mouvement des indignés. Et puis depuis, on a eu une quantité, j'en ai recensé au moins 7 ou 8, je fasse une vidéo là-dessus, on a eu des quantités de journées comme ça, de mouvements qui sont apparus. Vous avez eu Nuit debout, vous avez eu le jour de colère, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour de colère, c'est en 2014. Alors derrière le jour de colère, c'était le Front National qui était tapis derrière, avec probablement des forces proches de l'UMP, comme on disait encore à l'époque, et Patrick Buisson qui militait pour l'Union des droites. C'était il y a 11 ans, l'Union des droites. Je me permets de rappeler. Et alors c'était le jour de colère. On savait pas ce que c'était. Ça avait fini par C'était suite à la manif pour tous, d'ailleurs. C'était suite à la manif pour tous. Et puis on a eu le mouvement des bonnets rouges. Alors là, c'était un collectif à Pontivy de 30 chefs d'entreprise. Et ils protestaient contre un certain nombre de taxes. Et puis après ça, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, bien entendu. On a eu les apéros anti-Macron qui avaient été lancés par le député LFI Léo Mans. On a eu le barbecue anti-Macron qui a été lancé par Ruffin. On a eu, j'en oublie encore, ça c'est une Nuit debout. Au bout du compte, quoi? Rien. Donc, moi, je vois dans ces opérations, en fait, ce sont des entreprises, peut-être sciemment voulues, des entreprises de démoralisation. C'est comme si on mettait un espèce de paratonnerre pour capter la colère des gens et l'entraîner vers rien. Parce que le point commun de tout ça, depuis les indignés jusqu'au 10 septembre prochain, ils ont tous un point commun. Il n'est jamais, 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 jamais question de l'essentiel, c'est-à-dire de notre souveraineté nationale qui a été volée. Il n'est jamais question de l'Union européenne, jamais question de l'euro, jamais question de l'OTAN. Jamais. Voilà. C'est donc des mouvements qui sont là pour attirer la colère des gens. Ah oui, vous avez le mouvement des gueux aussi qui a sorti monsieur
Alexandre Jardin. C'est ça, Alors, oui. Alexandre Jardin, qui est, on le sait maintenant, enfin, il s'en est d'ailleurs jamais vraiment caché, il a créé ça au début de l'année, le mouvement des gueux, et d'ailleurs, moi, je trouve que le titre est absolument scandaleux, hein, parce que les gueux, c'est un mendiant, c'est vraiment terrible. Le mouvement des gueux, enfin, c'est comme je l'ai dit en faisant une petite blague, c'est Alexandre Jardin qui est dégueu, en fait. De traiter les Français, c'est pas dégueu, les Français. C'est quoi cette façon méprisante, en fait, les gens, ils ont envie de s'assumer comme étant dégueux, mendiants, comme ça, comme au Moyen-Âge. Non, 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 pas du tout. Il faut, au contraire, le peuple français, il faut lui redonner confiance en lui-même. Les Français ne sont pas dégueux, ce sont des citoyens qui ont le droit à connaître, à comprendre les choses. Or, monsieur Alexandre Jardin, voilà, on va lui poser des questions, là. Ceux qui cherchent les francs-maçons, on devrait lui demander à lui. Alexandre Jardin, avec monsieur Lisnard, avec monsieur Bellamy, etc., ils ont, tout ça, c'est en sous-main, ils développent ce mouvement. Alors, pour critiquer, pour s'attaquer aux ZFE, pour dire que Macron, c'est plus possible, etc. Mais à chaque fois, mais j'ai vu sur le compte Twitter de monsieur Alexandre Jardin, il y a des gens qui lui posent régulièrement les questions. Il élude systématiquement jamais question de l'Europe, de l'UE, de Jamais. l'euro. Je vous l'ai dit, ça fait maintenant 18 ans que je le dis. Il y a, pour vraiment voir, pour que les Français ne se fassent pas avoir, c'est que la ligne, elle passe entre ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et tous les autres. Voilà. Et pour paraphraser, vous savez ce que disait Talleyrand, qui disait, ça c'était en diplomatie dont il parlait, mais ça s'appliquait aussi en amour. Il disait la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Voilà. Oui. Eh bien, moi, je dirais la seule façon de se libérer de la situation actuelle, c'est de dire qu'il faut sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Toutes les autres veulent dire qu'on n'en sort pas. Voilà. Toutes les autres vont aussi bien. Vous aurez. Alors c'est très artificiel, très artificieux, très bien conçu. Vous avez des gens qui sont là, qui excitent la population. Et au bout du compte, ben, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste des indignés? Qu'est-ce qui reste du jour de colère? Qu'est-ce qui reste de nuit debout? Qu'est-ce qui reste des apéros anti-Macron? Qu'est-ce qui reste des bonnets rouges? Qu'est-ce qui reste du mouvement des Gilets jaunes? Il reste finalement le fait que les gens se disent bah, tout est foutu, moi maintenant je m'en vais, je pars, je quitte la France, etc. Ce sont en fait des entreprises de désespérance. Parce qu'en fait, là, par exemple, sur cette affaire du 10 septembre, à l'évidence, maintenant, c'est Mélenchon qui est en train de récupérer, qui a annoncé qu'il serait très présent, qu'il voulait une grève générale, etc. Moyennant quoi, Madame Manon Aubry a dit non, 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 que en fait c'est pas vrai, il voulait pas du tout récupérer le mouvement. Madame Manon Aubry, elle préfère, vous avez vu, faire son truc, c'est-à-dire elle a lancé une gourde. C'est pas d'elle qu'il s'agissait, c'est d'une gourde, voilà, pour récupérer les larmes des fachos. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, quelle bêtise, quelle stupide. Elle a fait une vidéo en disant c'est la gourde pour récupérer les larmes des fachos. Puis je crois qu'elle est avec sa copine Ercilia Soudet qui buvait dans la gourde en larmes. C'est bon les larmes de fachos. Oh, le niveau. Non mais Ouais. c'est un niveau effrayant en fait. Alors, vous avez derrière ça, vous avez des gens qui essaient de se greffer sur le sujet. Hein. Le mouvement des gueux d'Alexandre Jardin qui pointe un peu le museau pour le 10 septembre, etc. Vous avez aussi les anciens gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, j'ai vu, qui commentait, mais je crois que lui-même, il a vu ce que c'était hein, que les manips. Il a été bien payé pour le savoir. D'ailleurs, il a perdu un œil. Donc lui, il avance, mais à pas compter parce qu'il se méfie. Parce qu'un truc comme ça, on ne sait pas quelle est l'origine, quelle est l'analyse de la situation, quel est le programme, on n'en sait rien. Donc il commence, je pense, à flairer qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Alors voilà ce que j'ai à dire. Bon, les gens qui m'écoutent, s'ils ont envie d'aller manifester, qu'ils aillent manifester. Je vais pas, bien sûr, hein, ils peuvent le faire. Mais moi, le message que vraiment je dis le même depuis 18 ans, c'est que tout ça, c'est en fait un romantisme. Dans le meilleur des cas, c'est du romantisme. C'est comme les gens qui disent ah oui, oui, mais nous, il ne faut pas d'homme providentiel. Voilà. Nous, on ne veut pas de parti politique. Moi, j'en ai des gens qui me renvoient ça. Hein. Ah non, non, mais M. Asselineau, on ne veut pas en entendre parler. Pas plus Asselineau que les autres. Tout ça, ce sont des hommes politiques. On ne veut pas d'homme providentiel. Nous, ce qu'il faut, c'est un truc spontané. Alors, depuis 2010, hein, les 15 ans écoulés montrent à quoi mène ce genre de raisonnement. Voilà, parce que en fait, si vous n'avez pas, alors moi je dis pas que je suis un homme providentiel, mais je dis que j'ai créé un mouvement politique qui a toutes les caractéristiques pour justement changer la situation. On a
une vision très claire. Hein, c'est un petit peu le noble octuple sentier bouddhiste. Et la pensée juste, la phrase juste, la parole juste, etc. Moi, j'essaie toujours je me méfie de tous les excès. Bon, de temps en temps, j'aime bien avec vous rigoler un petit peu, mais moi, je ne suis pas là à faire des vidéos pour en permanence courir après le dernier scandale, qui d'ailleurs ensuite à se ramasser on s'aperçoit qu'on a défendu des mauvais chevaux. J'essaie toujours de garder de la pondération, de l'équilibre, de l'objectivité, et puis surtout la réalité des dossiers, plus un programme qui est très précis, que j'ai présenté. Les gens qui veulent le connaître, ils tapent programme UPR Asselineau 2022, ils tomberont tout de suite dessus. Hein. Donc, il y a des gens qui disent que je n'ai pas de programme, qu'ils aillent le voir. On a tout ce qu'il faut, en fait. C'est un service clé en main. Bon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est caché par les grands médias. Les grands médias, vous l'avez noté, font comme si je n'existais pas. Mais en revanche, ils font mousser cette affaire de 10 septembre. C'est bien qu'ils y trouvent un intérêt. Et l'intérêt, vous verrez, d'ailleurs, on peut même se demander si dans l'entourage de Macron, il n'y a pas des gens qui vont faire ça, parce que l'intérêt, c'est de maîtriser un mouvement pseudo-révolutionnaire hein, en montant comme ça des têtes d'affiche, et puis après ça, vous savez, c'est facile hein, pour ensuite démonter un mouvement. Regardez les Gilets jaunes. C'est triste, hein, parce que moi j'avais beaucoup de sympathie pour les Gilets jaunes. Mais regardez comment ça s'est fait. À la fin, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, les officines qu'il y avait du côté de la place Beauvau, du côté de M. Castaner et compagnie, ils ont envoyé des black blocs. Les black blocs, vous savez, ce sont ces militants d'extrême gauche qui ont parti liés avec des services de police. Ils ont envoyé aussi, c'est très facile de dénigrer un mouvement. Vous balancez parmi les manifestants des gens qui sont là, qui disent n'importe quoi, et puis vous envoyez Quotidien, vous savez, le magazine Quotidien de la télé, et là, vous tombez sur un manifestant gilet jaune qui va commencer à taper sur les juifs, etc. Et puis alors, tac, le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement antisémite, terminé. Le mouvement des gilets jaunes, il faut vous envoyer des casseurs qui cassent quelques vitres. Le mouvement des gilets jaunes, c'est des casseurs, terminé. C'est comme ça que ça s'est terminé, hein, les gilets jaunes. Voilà, j'insiste, c'est assez facile de faire mousser un truc et ensuite de le casser. Et donc, vous avez suscité des espoirs et paf, c'est cassé. Qu'est-ce que au bout du compte, vous avez des gens qui disent, moi, je ne veux plus entendre parler de la politique. Les gens qui se referment sur leurs coquilles, qui veulent. Voilà. C'est pour ça que moi, alors je sais que ça serait peut-être plus facile pour moi de dire allez-y, mais je ne serais pas ce que je suis. Moi, je ne serais pas conforme à l'image que je me fais d'un chef d'État, d'un homme d'État. C'est quelqu'un qui dit toujours, en toutes circonstances, la vérité à ses concitoyens, même si cette vérité n'est pas facile à dire. Vous savez, et vraiment, c'est un message que je voudrais dire, c'est que il est beaucoup plus puissant de rester calme, de ne pas envoyer ses concitoyens manifester comme ça. Il y a des gens qui passent leur temps à manifester tous les week-ends, etc., pour un résultat zéro. Il est beaucoup plus puissant de rester calme, de fournir les bonnes analyses, de mobiliser les gens pour les prochaines élections. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les élections, je sais qu'elles sont complètement manipulées, etc., par les médias, mais peut-être pas toujours. Et l'exemple des Roumains, par exemple, que devrait donner à penser à nos concitoyens que plutôt que de se lancer dans des opérations, il faut qu'il y ait une chaîne de solidarité qui se développe dans la population française en se disant aux prochaines élections, on va déjouer tous les pronostics des instituts de sondage, des médias, etc. On va voter pour le candidat et pour le parti qui est caché. C'est ce qu'on fait finalement les Roumains avec Georgescu, rappelez-vous, qui a été évincé sur un coup d'État, en fait, qu'a fait l'Union européenne, avec d'ailleurs la mainmise de la France. Et maintenant, venant des États-Unis, vous avez vu que les services d'information américains, de renseignement, disent qu'en effet, c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, c'est un coup d'État. Alors, nous avons affaire à forte partie, mais voilà ce que je voulais dire. Donc, je ne vais pas dire aux gens, n'y allez pas. D'ailleurs, j'espère que mes concitoyens sont suffisamment libres pour ne pas obéir à tous les mots d'ordre que je pourrais dire, de la même façon qu'ils sont suffisamment libres, j'espère, pour ne pas obéir aux mots d'ordre qu'ils reçoivent. Mais ce que j'appelle vraiment les Français à du discernement. Et je pense qu'en fait,
Je crains qu'il y ait encore une fois une immense déception. Ça ne sera jamais que la 8e ou la 9e depuis 2010, qui se termine par rien et en fait qui démobilise les gens là où au contraire il faudrait se mobiliser. Moi, j'invite les gens à se mobiliser sur les échéances qui arrivent et sur les échéances notamment de 2027. Il faut que là, on se rassemble tous derrière le projet du Frexit. Il faut absolument imposer dans les médias ma présence dans les médias pour débattre avec les uns et les autres. Actuellement, il n'en est pas question, mais ils sont absolument tétanisés. Je le vois, j'ai des échos dans toutes les salles de rédaction, les gens me suivent. D'ailleurs, il y a quelques pays ici ou là, il y a des petits clics qui ont été. Il y a eu un article là dans le Figaro incroyable où ils ont dit ça y est, c'est encore le retour des importuns. Dans un article qui a été fait par je ne sais pas quel stagiaire dans le Figaro, où il disait que, comme d'habitude, on allait avoir, comment il s'appelle, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Madame Artaud et Asselineau qui allaient se présenter à la présidentielle. Alors, il y avait quand même, c'était quand même assez extraordinaire parce que il disait bon, quand même, Jean Lassalle et Asselineau ne jouent pas dans la même catégorie parce que Jean Lassalle, il a quand même fait 3,5%, alors qu'Asselineau a 0,9%. Et puis il disait de moi que en fait, le problème que j'avais, c'est que je n'apportais rien au débat public. Ah, ça, c'est extraordinaire, oui. J'ai lu cet article inouï. Oser prétendre que des gens comme François Asselineau n'apportent rien au débat public, qui est un débat qui est un néant, qui est un vide absolu aujourd'hui, et que c'est justement cette alternative qui apporte quelque chose, c'est inouï, inouï. C'est inouï. Enfin, c'est vraiment, on est dans le monde de l'inversion accusatoire systématique. J'importe rien au débat, je suis jamais invité. et personne ne veut débattre avec moi. Alors, on se venge parce que nous, alors du coup, UPR TV, vous l'avez vu, on a franchi les 500 000 abonnés. On est même maintenant à 502 000, bientôt 503 000 abonnés. On a franchi les 115 millions de vues cumulées. Mais allez comparer ça, la chaîne de notre mouvement politique, UPR TV, allez comparer ça. Il n'y a aucun parti politique qui fait autant que nous. Après nous, c'est LFI, la chaîne de LFI, qui doivent, là où on a 532 000 abonnés, ils doivent avoir à peu près, je crois, 115 000 abonnés. Puis après, il y a le RN qui a 88 000 abonnés. Et puis après, ça se termine avec votre ami Édouard Philippe et Horizon. Je crois qu'il a 7 000 abonnés et un nombre de vues cumulées qui est de 400 000 vues. Alors que nous, on est à 115 millions de vues cumulées. Mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et on a les journaux, les instituts de sondage qui expliquent à la population française qu'Édouard Philippe est l'homme politique préféré des Français. Ouais. C'est incroyable, en fait. Oui, mais Il fait 400 000 vues en cumulé sur Horizon TV. Nous, on est à 115 millions de vues et nous, on n'existe pas. On est interdit d'antenne. Donc ça, vraiment, les Français, et vous n'apportez rien au débat. Ils n'apportent rien au débat. Non, parce que le problème, vraiment, il faut que les Français comprennent pourquoi cette situation. Voilà. Honnêtement, je le dis comme je le pense. Je pense que nous sommes le danger numéro 1, justement parce que nous sommes sérieux, justement parce que nous sommes compétents, justement parce que nous ne versons pas dans l'exagération, justement parce que nous sommes dans la précision. Là, j'ai fait une vidéo qu'on a publiée hier, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur UPR TV, où je dis, mais ça fait un mois maintenant, ça va faire un mois qu'il y a eu l'accord Trump-von der Leyen, et comme disent les Anglais, so what? Voilà. Et maintenant, on fait quoi? Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus pour montrer qu'en fait, vous avez eu une protestation de toute la scène politique, depuis Madame Le Pen et Bardella jusqu'à Mélenchon et Aubry, en passant par tout le spectre politique. Tout le monde a protesté. Et puis, c'est tout. Et ils se sont tous cantonnés dans l'idée que Madame von der Leyen, c'était la grande méchante, ou alors que c'était Macron, ou alors j'ai vu que Glucksmann a dit que c'était de la faute de Madame Le Pen, parce que Madame Le Pen n'avait pas voté contre von der Leyen. Madame Le Pen, elle a attaqué Macron en disant qu'il faudrait quand même dire aux Français que ça a été un désastre. Monsieur Dupont-Aignan a demandé la démission de Bayrou. Mais tout le monde tourne autour du pot, mais personne ne dit la réalité que j'ai dite dans cette vidéo, que j'invite ceux qui m'écoutent, si ça les intéresse, à les regarder sur notre chaîne UPR TV. On l'a publiée hier après-midi, elle marche très bien, elle doit déjà être à 60 000 vues. Et j'explique quoi? J'explique que
personne n'explique ce qui s'est vraiment passé. Et les gens ont fait croire aux Français que l'Europe serait faible. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Macron, président de la République. Il a dit il faut que l'Europe assume sa puissance, etc., etc. Et il y a monsieur Laurent Saint-Martin. Alors, je sais pas, il y a peut-être un auditeur sur 100 qui sait qui est monsieur Laurent Saint-Martin. Je le rappelle, il est quand même ministre. Voilà, il est ministre du Commerce extérieur. Donc, normalement, il est le principal concerné. Monsieur Laurent Saint-Martin fait une déclaration absolument lunaire en disant qu'il faudrait quand même maintenant décider de savoir si l'Union européenne veut être forte, veut être une puissance ou pas. Ça fait quand même 68 ans de construction européenne depuis le traité de Rome, et ça fait quand même un tiers de siècle depuis 92, 33 ans que l'Union européenne existe. Et donc, on a toujours, moi, malheureusement, ça me fait sourire tristement parce que je peux vous sortir des citations des années 60, 70, 80, 90, etc., qui disent exactement la même chose. Il faudrait savoir si on veut vraiment avoir une Europe puissance ou pas d'Europe puissance. Bon, en fait, le problème qu'il y a, et tout le monde tourne autour du pot, c'est que, je l'explique, il n'y a pas d'intérêt commun européen. Ça fait partie de l'idéologie, l'union fait la force, etc. Mais non, il n'y a pas d'intérêt commun européen. L'union fait la force, comme je l'ai déjà dit 50 fois, c'est si vous êtes dans un autocar et que l'autocar tombe dans le fossé, vous faites sortir les 27 passagers, pour le coup, 27 passagers, et vous prenez des cordes et tout le monde va tirer dans le même sens pour le sortir. Donc là, ça va marcher, effectivement, puisque tout le monde a le même intérêt. Mais si ensuite vous le monde, tous ces 27 passagers remontent dans l'autocar et puis le pilote, le conducteur dit bon bah, où est-ce que vous voulez que je vous emmène en vacances, vous aurez 27 intérêts différents. Il y a ceux qui voudront aller à Chamonix, d'autres qui voudront aller à Biarritz, les troisièmes qui voudront aller en Bretagne, quatrièmes qui voudront aller visiter des trucs en Italie, etc., etc. Donc ça, du coup, l'autocar n'avancera pas. Voilà. Et donc le problème il est là, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt commun européen. Et lorsque je vois beaucoup de responsables politiques qui disent l'intérêt européen a été bafoué, il faut que l'Europe s'assume, soit plus forte. En fait, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? En fait, ils pensent que les intérêts français, ce qu'ils appellent l'intérêt européen, c'est l'intérêt français. Mais j'ai montré dans cette vidéo une carte exclusive qu'on a réalisée nous-mêmes, c'est qu'en fait, et ça, je suis aussi le seul à le dire, personne n'en parle sur la scène politique française, sur les 27 États, vous avez une majorité, mais une large majorité d'États qui ont approuvé Mme von der Leyen. C'est ça la réalité. Hein. La majorité d'États ont approuvé Mme von der Leyen. Il y a 3 États qui ont désapprouvé officiellement, dont 2 ont été assez virulemment contre l'accord, la France et la Hongrie. Avec des déclarations en France de toute la scène politique et en Hongrie de Orban véhémente contre cet accord, notamment pour Orban, s'agissant notamment de la fourniture d'armes financée par l'Union européenne à l'Ukraine, etc. Bon, il y a ces 2 États, il y en a un troisième qui a fait savoir son mécontentement, mais mezza voce, sans qu'il y ait des déclarations officielles, ce sont les Pays-Bas. Et puis vous avez, donc il n'y en a que 3 sur les 27. Vous avez, je ne sais plus combien, j'ai fait le compte, il y en avait 6, 7 ou 8, je crois, des États qui n'ont pas réagi, qui se sont tus, hein, je crois, le Portugal, des pays en Baltes, etc. Et puis vous avez des États qui ont soutenu, alors parfois très officiellement, comme en Allemagne par exemple, d'autres fois un petit peu plus discrètement, mais vous avez une majorité des États. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on dit aux Français, oui, et en fait, il faut changer von der Leyen parce qu'elle n'a pas su défendre l'intérêt européen, etc., on ment aux Français. Parce que elle s'appellerait pas von der Leyen, mais ça serait une Slovaque, une Irlandaise, un Danois, ou je sais pas quoi, qui serait dans la position de Madame von der Leyen. Il ou elle tiendrait compte de la majorité des États. Or, la majorité, le barycentre, si vous voulez, des positions, il était dans le sens de ce qu'a fait Mme von der Leyen. Donc, en fait, c'est fascinant. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il va rien se passer, qu'on va avaler la couleuvre. Alors que si nous n'étions pas dans l'Union européenne, je l'ai expliqué,
À ce moment-là, Trump, il a dit qu'il allait augmenter les droits de douane avec tous les pays qui étaient en excédent commercial. L'Union européenne, ce groupe de pays, est en fort excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. Mais à l'intérieur de ce groupe-là, vous avez des pays comme l'Allemagne qui sont en très fort excédent commercial et d'autres pays comme la France qui sont en déficit. Donc nous, en étant solidaires de cet ensemble de pays qui a un fort excédent commercial, paf, on s'est ramassé l'augmentation des droits de douane. Mais l'Allemagne, si l'Allemagne avait négocié toute seule, elle n'aurait pas eu 15%, elle aurait eu 30% de droits de douane. Nous, si on avait négocié tout seul, on n'aurait pas eu 15%, on aurait eu 0%. Moi, j'aurais dit à Trump, j'aurais dit, écoutez, vous avez bien raison, Monsieur le Président, d'augmenter les droits de douane avec les pays qui sont en excédent commercial. Bravo. Mais vous comprenez donc que c'est nous qui allons augmenter les droits de douane vis-à-vis de vous, puisque nous sommes en déficit vis-à-vis de vous. Donc, il aurait rigolé et on aurait topé, j'en suis certain, avec le Trump, qui aurait été très, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime bien des personnes qui ont de la personnalité, qui lui tiennent tête, qui défendent bec et ongles les intérêts de leur propre peuple et de leur propre pays. Je suis persuadé qu'avec Trump, on aurait fait un deal et on aurait eu 0% ou 2%, alors et non pas 14%. D'ailleurs, Trump, ça l'aurait fait d'autant plus rigoler qu'il aurait enfoncé un coin justement entre la France et puis les pays de l'Union européenne. Ça leur aurait fait bien rigoler. Voilà. Donc, notre appartenance à l'Union européenne, dans ce cas-là, a servi en fait à quoi? Nous sommes pénalisés parce qu'on va payer, enfin, les consommateurs de produits français aux États-Unis vont payer 15% de droits de douane alors que nous sommes en déficit et que normalement on devrait dû avoir 0%. Mais en revanche, on a fait sacrifice, on a fait don de notre déficit, si on peut dire, à l'Allemagne qui, du coup, au lieu de taxer 30%, est taxé 15%. Voilà. Résultat des courses, qui est le dindon de la farce? La France. Voilà. Et ce que je dis là sur les droits de douane, vous le retrouvez sur l'affaire de l'acétamipride. Hein, c'est pareil. L'acétamipride, c'est parce que nous sommes dans l'Union européenne que on est obligé d'accepter qu'il y a des pots de Nutella bourrés d'acétamipride qui arrivent de pays, je sais pas où, d'Italie ou je sais pas où il y a de l'acétamipride dans les noisettes. Voilà. Parce que c'est le marché unique européen. Hein. Donc, il faut bien comprendre que et moi, je dis, l'Union européenne, elle ne fonctionne pas selon le principe l'union fait la force. Elle fonctionne sur un principe, c'est que celui qui est malade file sa maladie à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est non pas faire une union, mais faire plutôt un confinement. Hein, lors du Covid-19, on n'a pas dit aux gens il faut s'y aller, on a dit au contraire ne vous repassez pas le virus. Nous, on s'est fait refiler les Français, si je peux prendre cette métaphore, on s'est fait refiler le virus de l'excédent commercial de l'Allemagne. Voilà. Au lieu de faire valoir qu'on était en déficit national. Exactement. Et vous savez, François, que nous avons déjà, il est plus de 10h40, nous avons échangé depuis pratiquement 1h30 ensemble. Alors, il faut arrêter. Alors, si vous voulez un mot de conclusion sur l'ensemble de cette semaine passée, ben, je vous laisse la conclusion. Et puis sinon, bien après, on se dit à la prochaine fois, bien évidemment. Un mot de conclusion, peut-être? Oui, le mot de conclusion, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais vraiment, je conjure mes concitoyens à comprendre quelque chose qui est vraiment important, c'est que tant qu'ils resteront sous la coupe des grands médias, la France est foutue. Voilà. C'est ça. Moi, je le vois quand je me balade dans les petits villages de France. C'est ça. Dans les provinces, il y a énormément de gens qui ne savent même pas qui je suis. Hein, voilà. Et qui ils sont là. J'ai vu une dame, c'était justement à côté du punching ball, hein, une dame tout à fait sympathique, et qui, en fait, m'a été présentée parce que là, pour le coup, j'ai été reconnu par son fils. Voilà. Et qui est venu me voir, vous êtes monsieur Asselineau, etc. Ah, je vous connais très bien, c'est un homme qui doit avoir une quarantaine d'années, mais ses parents étaient plutôt de 75-80. Et donc, il m'a présenté ses parents et qui étaient des communistes. Bon. Et elle me dit ah oui, mon fils me parle de vous, mais bon, vous savez, moi je comprends rien. Alors ils sont pas sur Internet. Bon, elle me dit mais moi je comprends rien à la politique. Vous savez, moi on était communistes, donc on vote Mélenchon, mais enfin on voit bien que ça va pas très bien. De toute façon, il y a plus, on comprend rien, on comprend plus la différence entre la droite et la gauche. Et en parlant, j'allais pas l'accabler, cette femme qui était tout à fait gentille, sympathique, mais c'était criant de vérité. Le drame de la France, c'est que le vrai débat est verrouillé.
Et c'est le véritable. Les médias sont absolument responsables de la situation et du désastre en cours. Hein. C'est vraiment des responsables. Parce que normalement, j'essaie de faire en sorte de rendre compréhensible des sujets compliqués et de clarifier la situation. C'est en général ce que les gens, quand je lis les commentaires sur mes vidéos, c'est ce que les gens me reconnaissent et ils apprécient. Là, comme je viens d'essayer de le faire, de rendre quelque chose qui est compliqué comme cette affaire de droit de douane, etc., de le rendre d'un seul coup lumineux. Lumineux, c'est qu'en fait, on est obligé d'accepter la situation. Et donc, de monsieur Bardella jusqu'à monsieur Mélenchon, ils gueulent tous, etc. Nous, si on était là, on aurait mieux défendu les intérêts de la France. Mais non, mais non, parce que nous ne sommes que 1 sur 27. Et donc, cette idée-là, il faut que vraiment que les Français comprennent que tant que leurs voisins, leurs collègues de travail, leurs amis, leurs parents, leurs vieux parents, leurs grands-parents, etc., leurs cousins, cousines, tant qu'ils resteront formatés à écouter TF1, BFM TV, c'est fini. Voilà. On n'y arrivera pas. Et la France, jusqu'à la destruction du pays, hein. Le dernier truc en date, vous l'avez vu, c'est en train de sortir. Et maintenant, Mario Draghi, et puis qui appellent à l'Europe fédérale, et puis même un sondage là, qui est sorti dans le Figaro de l'IFOP, qui dit que voilà, il y aurait 71% des Français qui voudraient une Europe fédérale. Ce truc-là, ça vient de sonner, mais si c'est ça, c'est la destruction du pays. Là, je renvoie à ma vidéo qui a une dizaine d'années sur l'Europe des régions. Donc, si vous voulez, c'est ce qui est absolument tragique. On est sur des sondages truqués, hein, tout de même. Attention. Voilà, tout est truqué. Voilà. Donc vraiment, c'est ça. Je termine malin, un appel, ça fait sans arrêt. Mais vraiment, il faut pas se dire oh bah oui, mais ça je vais laisser, c'est les autres qui vont faire. Non, non, que tous les Français se prennent en charge. C'est trop grave ce qui est en train de se passer et que vous vous refilez le lien vers UPR TV, vers le compte Twitter, etc., vers votre émission, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter encore. Et petit à petit, moi je vois, on se développe quand même, mais on a des haltères de 3 tonnes au pied, quoi. Donc, pour avancer, parce que nous ne passons pas dans les médias. Mais il faut vraiment que les Français comprennent ça. C'est beaucoup plus cette parole libératrice se développera, plus on se rapprochera de la libération, et non pas malheureusement, comme dans ces manifestations, là, comme on va en voir encore le 10 septembre, qui, au bout du compte, comme ça a été le cas pour les 7 ou 8 fois précédentes, va aboutir, à mon avis, à beaucoup de désillusions et à du désespoir. Alors, nous, on est là pour rendre aux Français confiance dans leur pays et de l'espoir dans l'avenir de la France. Eh ben voilà, c'est les mots de conclusion. Espoir et confiance. Merci François Asselineau. Passez une excellente journée. Merci encore de nous avoir consacré pendant vos vacances 1h30 de votre temps. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.